En France, on va plutôt regarder le profil de l'emprunteur et pas tant que ça en réalité la valorisation du bien, parce que elles vont pas expertiser le bien, elles vont se dire bah, la valeur du bien c'est la valeur à laquelle tu l'as acheté. Et bah non, parce que si on a bien négocié, au final qu'on ait négocié 10, 15, 20% sous du prix du marché ou qu'on ait acheté 10% au-dessus, la banque va prendre la valeur à laquelle on l'a acheté. En fait, vous achetez un bien, vous le mettez en location, progressivement, à cause de l'inflation, les loyers vont augmenter, donc vous aurez moins de difficultés à rembourser la banque avec le temps, puisqu'il y a l'augmentation des loyers. Et en plus de ça, la valeur de l'argent, elle aura baissé. Notre métier, c'est l'essentiel du temps quand même de faire changer de banque notre client. On obtient plus facilement des conditions avantageuses euh, auprès d'un établissement bancaire qui veut faire de la conquête client. Ouais. Benjamin, bonjour Michael, merci de nous avoir rendu visite ce matin pour échanger au sujet de tes problématiques que tu rencontres au quotidien autour du thème du financement. Parce que Merci de m'avoir reçu. bah, Avec grand plaisir. rien. Je te propose peut-être de commencer par te présenter, raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours, ce qui t'a emmené aujourd'hui à faire ce que tu fais. Tout à fait. Alors, je m'appelle Mickaël Sibony, je fais de la recherche de financement bancaire, depuis, 7 ans. Ce qui m'a mené là, c'est mes investissements personnels. C'était pas mon métier. Avant, j'étais salarié dans un cabinet de conseil, je faisais du management de projet et Il rappelle que tu ça. tout je me souviens et donc, quand on fait du management du projet, on est, normalement organisé et puis on verse un salaire et qui dit salaire dit capacité d'emprunt. Et j'avais beaucoup de déplacements en province et en fait, à chaque fois que j'avais, beaucoup de déplacements dans une ville de province, j'achetais, et donc j'ai pu en faire plusieurs, comme ça, plusieurs acquisitions et je me suis familiarisé du coup par l'expérience avec, différents établissements bancaires, je me suis dit que c'était intéressant de développer, ça, de manière professionnelle et ça me permettait de sortir, du cabinet de conseil qui c'était très demandeur en temps et j'en avais marre d'être salarié. Il est appelé aventure entrepreneuriale. Ça, c'était en quelle année à peu près pour situer, 17-18. OK. En 2018, j'ai quitté le salariat et j'avais créé ma boîte en 2017 pour, faire un Un petit pont? Ouais. Et du coup, là, j'entends tout de suite des gens qui vont dire: «Oui, mais ça, c'était possible avant, maintenant c'est terminé». c'est un peu vrai, c'est-à-dire que, jusqu'en 2019, il y en a qui disent c'était, l'open bar du crédit, et c'est vrai. Ça veut dire qu'on pouvait à l'époque, acheter, un investissement locatif sans être propriétaire de sa résidence principale, le faire surfinancer, c'est-à-dire, emprunter, la valeur de l'appartement, la valeur des travaux, les frais de notaire, bref, Voilà, exactement. 110. Donc on mettait parfois ils demandaient quand même de participer aux frais de dossier, donc on mettait quand même 500 €. Tout ça, depuis 2009, honnêtement, ça n'existe plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas financer les biens, hein, parce que sinon, voilà, j'aurais arrêté je serais pas invité aujourd'hui. Bon, le contexte a changé et évidemment, on peut financer, mais c'est sûr que, c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Même les taux, là, on empruntait à 110 gratuitement, parce Ouais. qu'à moins de 1 on pouvait ou à 1 et quelques pourcents, on pouvait emprunter sur 25 ans ou même 25 ans. Donc voilà. Alors c'est sûr, bon, il y a eu beaucoup de garde-fous. Il y en a un, principal, qui s'appelle, le HCSF pour Haut Conseil à la stabilité financière et donc c'est C'est sérieux. ah ouais, alors Ça arrive plus, là. ça arrive plus, c'est des banquiers et la Banque de France qui éditent des conditions de principe, et qui sont devenus, en 2021 contraignants. Ça veut dire, les banquiers sont obligés de les accepter sinon elles ont des amendes. Oui, parce qu'avant, il y avait aussi des recommandations de l'HCSF, Tout à fait. mais qui n'étaient en réalité pas vraiment suivies par les banques. C'était pas amendable, quoi, Voilà. en gros. En fait, la partie contraignante, elle date de 2021. La partie HCSF, c'est-à-dire contrôle un peu plus rigoureux Ouais. qu'avant, c'est 2019. Avant, il y avait des principes et donc les principes, ça inclut la dérogation. Oui, ouais, Rien que dans le mot. ouais. Bon, il y a des principes, bon, voilà. Donc le principe, c'était 33 d'endettement. Avec le HCSF, c'est passé à 35, mais en incluant l'assurance emprunteur et avec faculté de déroger sur 20 des dossiers en montant, Mmh. pas en nombre de dossiers.
Ça veut dire que déroger sur un petit pour un banquier, sur un petit dossier, à 100 000 €, tout à coup, on explose le taux d'endettement, bah, ça lui mange très peu de ses 20 de dérogation. Son enveloppe les Il dérogations. pourra le faire plus facilement que, sur Mmh. un montant, plus élevé. Sauf que les banquiers préfèrent prêter à des profils, qui ont les moyens et donc en général plus que 100 000 €. Oui, oui, tout à fait. Non, mais je vous dis ça parce que j'ai eu un cas là, il y a pas longtemps. La personne était déjà au taquet du taquet, ça veut dire elle frôlait déjà les 40 mais voulait absolument acheter une chambre. Donc le projet était petit, mais parce que c'était dans sa résidence, c'était pour loger un enfant et ben, voilà. Tu as réussi à avoir la dérogation qui va bien. Ouais, voilà. Donc on a dû évidemment changer de notre métier, c'est l'essentiel du temps quand même de faire changer, de banque, notre client parce que, on obtient plus facilement des conditions avantageuses, auprès d'un établissement bancaire, qui veut faire de la conquête client. Ouais. Hem, Ça, c'est toujours aussi vrai aujourd'hui? alors oui, c'est toujours aussi vrai, mais ça dépend des profils. OK. L'appétence du banquier pour, faire des conditions meilleures sur des prospects, Mmh. elle va se faire que si le prospect bah, lui donne envie. Ouais. Sinon, elle pourra y aller pour répondre à d'autres objectifs, hein. Tous les banquiers ont des objectifs d'ouverture de compte, souvent c'est trimestriel. Voilà, donc parfois on a plus de chances d'obtenir des choses en début de trimestre. Hem Ça, c'est des petits tips qui sont importants parce que ça, c'est pas connu du grand public, mais effectivement, en fait, même pour le financement, il y a une saisonnalité. Tout à fait. Alors, c'est sûr, toutes les banques là, annuellement, il faut avoir, fait un certain nombre d'encours. Ils sont suivis en général trimestriellement et les dérogations dont j'ai parlé, elles sont trimestrielles. Ouais. Donc voilà, présenter un dossier fin mars ou début avril, ça peut ne rien avoir à voir. Mais d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est mieux de le faire en début de trimestre parce qu'il y a encore toute l'enveloppe Alors à déployer? Ou est-ce que c'est mieux d'arriver en fin de trimestre en se disant: «S'ils n'ont pas déployé toute l'enveloppe, il y a peut-être encore une phase de se positionner»? eh ben, c'est mieux de demander à un courtier qui sait, La par son personne est contact bancaire, Quels volumes sont déjà, s'il vaut mieux, si, il manque un truc pour avoir l'objectif trimestriel, donc à fin mars, on pourrait obtenir quelque chose ou au contraire, l'enveloppe est déjà utilisée et donc il vaut mieux temporiser et début avril me présenter. et ça, c'est par agence, par banque? C'est dit à quel degré d'échéance? Ça c'est Ça veut dire, je prends un exemple d'une banque régionale, par exemple le Crédit Agricole Île-de-France, donc c'est une banque régionale, ça veut dire ils sont présents qu'en Île-de-France et les sous-secteurs et donc c'est au niveau des sous-secteurs. d'accord, OK. Et toi, par exemple, tu as cette visibilité vraiment, Alors, moi, j'ai de manière exhaustive, parce que je suis adhérent à un réseau, donc j'ai des remontées d'informations donc sur des conditions de principe et ça, c'est sur France entière, et pas que les établissements bancaires qui, heu, qui travaillent avec des courtiers, de manière traditionnelle, mais aussi les autres. C'est-à-dire qu'on a des remontées d'autres, personnes indépendantes comme moi et on met à jour les conditions qu'on obtient et ça permet de savoir à quelle porte taper. Mais par contre, pour avoir la connaissance aussi fine de dans quelle agence, ça, c'est du relationnel. bien sûr. Donc ça, c'est voilà. En Île-de-France, moi, il y a aucun souci, je tu sais trouver le bon partenaire? peut-être des euros, mais très excellent, mais voilà, heu, OK. Bah, on est clairement dans le sujet parce que donc tu disais qu'effectivement, il y a eu une évolution, des normes et de l'application de ces normes auprès des banques. Il y a également eu la fin du calcul différentiel qui a changé beaucoup la donne dans le calcul du taux d'endettement, Pour l'investissement locatif, ouais. donc tout à fait, ça fait partie du changement majeur de 2019 devenu contrôlant en 2021. Parce que tu peux expliquer ce que c'est Ah bah, bien pour sûr. que tout le monde comprenne Alors, bien? autrefois, Jadis? Attends, je pourrais presque dire de mon temps alors que c'est mieux, mais du temps où j'étais salarié et où j'achetais comme ça sans aucune difficulté alors que, bah, bon, j'étais un jeune cadre. Mmh. Oui, mais tu avais peut-être des revenus formidables. Ouais. Oh, on sait que le conseil, ça paye, hein. Voilà, donc effectivement, c'était un revenu à 4 chiffres. Ouais.
Formidable. Double sneak. Ouais, ouais. Et ça commençait par un 3. Bon. Voilà. Alors c'est vrai que ça valait un peu plus à Saint-Fond Oui, qu'aujourd'hui, oui. mais globalement, enfin, C'était pas mirobolant. voilà, c'était confortable, mais c'était pas mirobolant. Confortable pour célibataire sans enfant, sortie d'école, etc. Mais il y a nettement mieux et pourtant ça m'a pas empêché d'acheter plusieurs biens. Et alors pourquoi? C'est parce que à l'époque, on raisonnait en différentiel. Traduction, la capacité d'emprunt, donc 33, on l'a déterminé non pas globalement comme c'est le cas aujourd'hui, mais par, typologie d'acquisition. Et les investissements locatifs, ils étaient extraits et donc si par exemple j'avais 1 000 € à rembourser à une banque, mais que je recevais 1 200 € de loyer, et ben, ça s'annulait presque. Pourquoi presque? Parce que souvent les loyers étaient pondérés. Ouais, il y a une petite La norme, décote. c'est 70. Mmh. Donc par exemple, Ce qui était d'ailleurs variable en fonction des banques. tout à fait. Ouais. Encore aujourd'hui, Ouais, ouais. c'est variable. C'est entre 70 et 90, voire 100 Mmh. voire 100. Ça Donc dépend notamment de la localité, ouais, et puis voilà. aussi de la politique tarifaire, bancaire. Mmh. Alors mais à l'époque, vraiment, c'était 70 la norme. Donc supposons un crédit de 1 000 € et un loyer de 1 000 €. Le 1 000 € de loyer, il est pondéré à 70. Donc ça veut dire, on peut optimiser 100 €. Donc ça n'impacte la capacité d'emprunt que de 300 €. Donc globalement peu. En revanche, aujourd'hui, c'est le même calcul sur les 70, mais c'est pas, l'impact, il est sur la somme totale des revenus de la personne et donc ça, c'est beaucoup plus élevé. Donc reprenons l'exemple d'un salarié simple, voilà, Qui a 3 000 € par mois. 3 000 € plus 1 000 €, de revenus, ça fait 4 000. On a dit qu'on les pondérait, ça fait 3 700. Ouais. On prend un tiers de 3 700, c'est-à-dire que sa capacité d'emprunt, c'est 1 200. 1 200 fois 3, ça donne 3 600, c'est à peu près ça. 1 200 et donc il ne peut pas emprunter au-delà d'un remboursement de 1 200 €. Dans le cas précédent, autrefois, on extrait les 700 €, donc Et on considérait que les 300, voilà, il y avait ça, l'impact là, il était que de 300 € et donc il était quasiment vierge de tout crédit quand il se représentait pour un deuxième investissement. Voilà, c'est comme ça qu'à l'époque et tous les gens, de ma génération, peut-être un peu aventuriers, nous sur compris, l'immobilier, voilà, nous compris. c'était facile de lever de ma dette à titre personnel. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, c'est quand même possible. Souffle! On respire à nouveau. Ouais, Mais un effectivement, peu plus délicat. on en parlait en off, mais c'est important de le rappeler, les banques, elles vivent à travers le crédit. Donc elles ont besoin de financer, c'est leur fonds de commerce. Bah oui. Donc il faut qu'elles prêtent. Voilà, il faut qu'elle prête. Alors évidemment, pour un banquier, l'idéal, c'est de prêter à monsieur et madame salariés, sans emprunt, achètent leur résidence principale. Salariés, voire fonctionnaires. Ouais, oui, Hein. encore mieux. Ça, c'est aussi une autre particularité, c'est voilà, plus les revenus sont stables, même s'ils sont pas mirobolants, plus vous aurez la confiance du banquier. Quand je dis la confiance du banquier, évidemment, c'est une confiance en général. Il y a toujours des exceptions et puis il y a des banquiers personnellement, qui sont plus agiles ou plus appétents sur certains. On peut pas généraliser, mais le principe, c'est quand même celui-là. Ouais. L'achat de la résidence principale avec apport, de salariés ou de fonctionnaires, ça, ça va très vite et c'est très facile. Dès qu'il y a des crédits un peu dans tous les sens, c'est là qu'elle gagne de l'argent aussi parce que, souvent les conditions de financement, des investisseurs, elles sont un peu plus chères, Mmh. il y a un peu plus de marge, comme, donc elles gagnent leur vie aussi dessus, mais c'est plus délicat parce qu'il y a plusieurs risques. Bon, de toute façon, c'est comme quand vous faites des achats en bourse, il y a une espérance de gain, si l'espérance de gain elle est plus élevée, c'est souvent que le risque est plus élevé. Pour la banque, ça Hem et donc en gros, tu considères quand même qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de, répéter des opérations de manière récurrente? en tout cas, ça c'est sûr que c'est plus difficile. C'est là où je pense que ça vaut le coup d'être accompagné parce que, pour Ah, on a un invité surprise! ouais, alors je t'explique, petit chat. Si tu veux acheter ton appartement, donc c'est bien d'être accompagné parce que, ça devient plus subtil. Pourquoi? Une des façons en fait de déroger au système de l'absence de calcul de en différentiel et plutôt d'y revenir, c'est d'acheter par exemple, via des sociétés. Alors déjà, on perd la moitié des acheteurs traditionnels,
classiques, ils faisaient ça un peu en passant. Ça veut dire, ils avaient leur résidence principale, ils avaient une capacité d'emprunt, c'était simple. Pour le banquier aussi, c'est assez simple de financer les gens en nom propre parce que c'est le même système de garantie, parce que, Administrativement, c'est plus simple. voilà, ils distinguent, souvent les dossiers de boîtes, enfin de personnes morales c'est des dossiers qu'ils appellent des dossiers papier parce que justement il y a pas d'automatisation. D'accord. Donc c'est plus lourd. Les délégations sont pas au même niveau, c'est-à-dire que le process de décision, il est plus lent. Parfois, mais c'est pas les mêmes conseillers, ça va être un conseiller pro, plutôt qu'un perso. Quand on parle de personne morale, on parle potentiellement d'une SCI, par exemple. SCNI ou SARL Classique, quoi. ouais, c'est ça. Ah bah, très classique, mais il y a des banques qui ne financent pas que purement et simplement des SCI. Par exemple, la Banque Postale, ils peuvent avoir des taux, pour un certain type de profil, mais leur faire financer des SCI ou des SARL, c'est quasi, impossible. Même des SCI familiales. Même des SCI familiales. Mais en tout cas, j'ai déjà récupéré des clients en banque postale qui avaient de bons niveaux, qui n'ont pas été accompagnés alors qu'ils avaient besoin de faire là, en l'occurrence, c'était une SARL de famille, donc préparer, heu, bénéficier de leur capacité d'emprunt pour acheter un bien, le mettre en location et après avec l'idée de démembrer pour, transmettre à leurs enfants. Donc ça, c'est un montage, classique, qui est bien de faire vers 50, 60 ans. Quand on a des bons revenus, encore une capacité d'emprunt et des enfants auxquels on peut penser, transmettre. Mmh. Et donc ça, ils étaient pas, enfin, il s'est vu une fin de le recevoir alors qu'ils finançaient en nom propre. Mmh. Donc Ça, c'est un cas particulier de la banque postale. oui, non, mais Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. voilà, Ouais. c'est plutôt, ça peut être aussi un cas particulier de l'interlocuteur que vous avez en banque. Oui, est-ce Peut-être qu'il a envie de qu'ils sont reprendre le dessus ou pas? bah, désolé, j'espère qu'il y a pas trop de banquiers. Mais Donc on peut lancer un appel à la Banque Postale, financer des SCI, financer des SRL de famille, ça se passera très bien. Mmh. voilà, en tout cas, en plus, j'aime travailler avec eux, mais sur un certain type de dossier, comme d'habitude. C'est là, globalement, il y a 5 principaux groupes bancaires. On dit qu'il y a 80 banques en France parce qu'on compte les banques régionales, Ouais. mais il y a 5 groupes bancaires et Tu peux les citer de ouais, tête? bien sûr, bah, il y a le Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Ouais. c'est un gros groupe, BPCE, ouais. BCE. Il y a, le groupe Crédit Agricole, qui est énorme et qui inclut le LCL. Oui. Il y a Ça, c'est pas su de tout le monde, hein, ah oui? ouais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le LCL, c'est indépendant, alors qu'effectivement, c'est rattaché au groupe Crédit Agricole, ouais. Voilà. Il y a eu quelques grosses fusions de banques, Ah bah, dans les années 90-2000, et donc mmh, ça a un peu changé le paysage, du coup, c'est quand même assez concentré, mais il y a quand même suffisamment de choix et il y a des politiques qui sont un peu différentes selon les banques. Mmh. Le groupe BPCE, ça inclut aussi, la banque, BCP, par exemple, très Ouais. reconnue, mais qui est très agile pour financer, par exemple, des projets avec travaux. Heu, il y a, Il y avait anciennement Crédit du Nord, il me semble, alors Crédit du Nord, ça qui a changé de la Société Générale, tout à fait. donc ça, c'est un autre groupe. 3e groupe, ouais, Heu, il y a, BNP, évidemment. c'est la première grosse banque française. Mmh. Hem, Et qui est d'ailleurs une des plus grosses banques mondiales aussi, hein. ouais, Mmh. et il y a le groupe, Crédit Mutuel, CIC. Voilà, Donc tout à voilà, ça fait. fait 5. CMCIC qu'ils l'appellent. Voilà, Voilà. et donc Et la Banque Postale alors? bah, la Banque Postale, elle est à part. Ouais, c'est le Ça pourrait faire ça. voilà, ça pourrait faire 6. Mais c'est vrai que bon, c'est pas ils sont pas très présents dans le paysage, bancaire. Bah, en fait, ça dépend. Traditionnellement, en fait, comme ils avaient le monopole sur le livret A, il y a quand même Oui, énormément de comptes, bancaires. oui. Heu, Et les livrets jeunes aussi à l'époque, je me ouais, rappelle. Ouais. et il y a une volonté politique de la Banque Postale de développer ça. En Oui. tout cas, nous, en tant que courtier, partenaire de la Banque Postale, il y a vraiment, enfin, je peux témoigner d'une volonté de développer le crédit, mais sur des profils, on va dire simples. Très standard, d'accord. Oui, donc en tout cas, pour un emprunteur qui est pas de l'ancienne époque, puisqu'on on était là tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire, ancienne époque avant 2019, et ben, c'est quand même possible de le multiplier, mais il faut souvent une personne morale. Ou alors, il faut des revenus suffisants pour être considéré par un banquier, dans sa segmentation comme un client, À fort potentiel, voilà, quoi. à fort potentiel. Il y en a qui vont, les passer en banque privée, donc c'est des niveaux, en gros, soit de patrimoine, soit de salaire, suffisants
pour être OK de raisonner en différentiel. Ouais. Et alors ça, si on veut, mettre un chiffre là-dessus, c'est quoi pour un banquier un gros salaire? Bah, alors ça dépend des Ça dépend des banquiers évidemment. mais bon, bah, voilà, par exemple à la BNP, faut avoir 250 000 € de liquidité. Ouais, Et donc ça dépend pas du salaire, mais ça dépend du patrimoine financier. d'accord. Pour, d'autres banques, c'est un peu, à l'intuition. Ça veut dire si la personne est jeune, mais qu'elle a déjà des revenus importants et un peu de patrimoine, alors ça peut justifier ces dérogations. Et donc c'est évidemment, ouais, plutôt avec ces banques qu'on travaille, quand, quand on a des gens qui veulent faire de l'investissement et où c'est ric-rac, par rapport au nouveau mode de calcul un peu, bête et méchant, heu, s'orienter voilà, vers, vers des banques où le banquier a une latitude plus importante que dans d'autres. Ouais, mais Et je ça vraiment c'est au cas par cas. Parfois c'est même en fonction des métiers, ça peut changer. Il y a des banquiers qui adorent vraiment les professions libérales, médicales, les professions libérales en général, d'autres, Il y a des banques qui sont spécialisées pour les oui, professionnels. ou alors qui ont des agences spécialisées, je pense, plus quand on est dans le quartier où, la BRED, par exemple, tout à fait. elle distingue des agences, BRED profession libérale, d'autres agences. Commerçant, ouais, ouais. Et alors qu'est-ce que tu me réponds, à la phrase: «De toute façon, les banques ne prêtent qu'aux riches»? Ouais, bah, c'est pas tout à fait vrai, puisque, Mais c'est pas tout à fait faux non plus. non mais c'est C'est vrai. la bonne réponse de Normand. Non mais je vais répondre, c'est sûr que, en gros, plus il y a de l'argent, plus c'est facile de prêter. Ouais, Pourquoi? C'est une question de garantie. Donc, quand la banque finance un bien, le plus souvent elle prend le bien en garantie. Heu, ce qui devrait suffire quand même. voilà, mais ça ne suffit pas parce que, déjà, il y a un contexte qui fait que, maintenant, avant on considérait de toute façon que l'immobilier ça allait augmenter. Bah, ça fait quand même depuis, 2021 qu'en tout cas à Paris, c'est plus vraiment le cas. Ça a baissé un petit peu. Bon, ça met pas en danger un banquier, s'il a financé à 100 le bien, puisque 3, 4, 5 ans après, bah, la dette s'est un peu réduite. Mais bon, c'est quand même moins confortable pour eux là-dessus. Donc, l'essentiel du temps quand même, ça suffit, mais ils aiment bien du coup qu'il y ait un apport pour réduire ce qu'on appelle, pour augmenter la marge hypothécaire, c'est-à-dire la différence entre, le financement et la valeur du bien. Donc si elle est en dessous de 100, bah, c'est plus rassurant pour le banquier. Bien sûr. Il y a même des banquiers qui déterminent leur, grille tarifaire, en fonction de l'apport que tu mets. D'autres, c'est en fonction de l'argent que tu gagnes. Mmh, Plus tu gagnes de l'argent, moins c'est cher, et certaines, c'est, plus tu mets d'apport, moins c'est cher. bien sûr. Parce qu'en fait, ça diminue le risque auquel ils Exactement. s'exposent. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'on arrive dans ces 5 groupes ou 6 groupes là je la postale bancaire quand on a quelqu'un, voilà, un jeune couple où ils gagnent 2 000 € chacun, il y a un petit apport de 15 000 €, on arrivera à la financer peut-être aussi bien que, un couple qui gagne 10 000 € parce que, parce qu'on aura sélectionné une banque qui ne raisonnera pas, En revenu. en revenu. OK. Alors je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, il y a toujours une chose qui m'a frustré avec les banques. En France, effectivement, tu l'as dit, on va se baser, en tout cas les banquiers vont se rassurer en prenant 35 de tout l'endettement, en se disant: «Voilà, bah, là, comme ça, l'emprunteur pourra rembourser, la dette». Et il a un reste à vivre qui est suffisant a priori pour couvrir, les Moi, ce qui la me vie. ce qui me frustre, c'est que et ce qu'on voit dans d'autres pays, par exemple, c'est que, dans d'autres pays, les banques vont plutôt regarder l'actif qu'elles vont financer et c'est sur cette base-là qu'elles vont effectivement déterminer, bah, l'enveloppe de financement. Est-ce qu'elle peut financer à hauteur de 80-100, voire même aller au-delà si, le bien est acheté en dessous de sa valeur? Donc la fameuse marge hypothécaire. En France, on va plutôt regarder le profil de l'emprunteur et pas tant que ça, en réalité, la valorisation du bien, Tout à fait. parce que, bah, elles vont pas expertiser le bien, elles vont se dire: «Bah, la valeur du bien, c'est la valeur à laquelle tu l'as acheté». Ouais. Oui, bah, non, parce que si on a bien négocié, au final, qu'on l'ait négocié 10, 15, 20 en dessous du prix du marché ou qu'on l'ait acheté 10 au-dessus, la banque va prendre la valeur à laquelle on l'a acheté et donc ne se focalise pas sur la valeur de l'actif, et va uniquement se concentrer sur le profit de l'emprunteur. C'est très frustrant ça pour des personnes qui font de bonnes affaires. D'investissement. Tout à fait. Effectivement. Alors, quand même, j'ai eu un cas tout récemment et je vous en avais parlé où,
donc un acheteur, c'est un projet je pour créer un SATR. Le banquier a vraiment regardé en détail la valeur du bien, heu et il a demandé une projection post-travaux. Comme il y avait des travaux importants à financer, il a demandé une estimation de valeur locative à un agent une fois que les travaux, auront été réalisés et il a calculé l'apport, obligatoire, en fonction, du prix, futur. Donc je dirais pas que c'est une tendance de fond, c'était particulier. C'est d'ailleurs la première fois que je voilà, qu'on je travaille sur un dossier où, Avec autant d'exigences, quoi, ouais. mais oui, autant de précision sur la valeur du bien, mais ça pourrait indiquer une tendance un peu nouvelle. Mais voilà, bon, c'était une exception, mais toute récente. Donc peut-être que c'est en train de changer. En tout cas, malgré tout, la qualité du bien, elle est quand même utilisée pour des questions de performance énergétique. Quelqu'un qui achète un bien, dans la classe G alors qu'il fait de l'investissement, tous les voyants s'allument rouge parce qu'ils savent que le loyer à venir ne peut pas venir, sauf si les travaux sont effectivement, faits. Voilà, alors ça, c'est une grosse nouveauté effectivement du moment. C'est tout ça. En fait, tout le monde le sait, j'imagine que, depuis janvier, les logements, pardon, qui sont en G, donc passoires énergétiques, ne peuvent plus être loués. Voilà. Donc une banque, elle va forcément regarder ce qu'elle finance parce que si on envoie un business plan avec un loyer projeté sans faire de travaux, elle va se dire qu'il y a un problème de cohérence. Tout à fait et il y a même, heu, une façon aussi de calculer le taux, heu, c'est de montrer si on achète un bien, le taux pour un banquier, hein, c'est de montrer, si on achète un bien en F ou en G et qu'on le passe en EQD et qu'on sait le prouver, avec un devis qui va bien et cetera, il peut y avoir un bonus sur le crédit. Ouais. Donc tout est enfin, heu Oui, c'est vraiment un enjeu. parce Ouais. qu'il y a beaucoup de critères différents à regarder, mais tout est possible. Ouais. Mais donc la rénovation énergétique, c'est vraiment devenu un enjeu majeur, même pour les banques. Ah oui, bah, tout à Ouais, fait. ouais. Ouais et du coup, ça les incite beaucoup plus à regarder ce qui est financé. Qui me paraît être complètement normal, ce qui aurait déjà dû être le cas avant aussi. Et du coup, tu t'expliques que finalement, on arrive un peu à financer, mais si on écoute les médias, principaux, on a tendance à entendre que, les banques ne prêtent plus, les robinets des crédits sont fermés et cetera. Ce qui, heu, accompagne un peu le marasme économique du moment. Quelle est la part de réalité là-dedans? Alors, ah bah, soit enfin, quand la presse dit quelque chose de manière aussi, unanime, il y a un fond de vrai, hein. Mmh. Mais souvent, il y a un décalage. Ça veut dire que le temps que, l'information arrive, hem et qu'elle soit diffusée, il y a pu y avoir une évolution. Ce que je peux dire aujourd'hui, là, on est en avril, 2025, il y a pas du tout de problématique, de difficulté à financer. Un dossier, solide, et cohérent, il est financé. Et en plus, les taux, ont quand Ils même ont bien pas baissé. pu baisser. Ouais. En revanche, tout ça est vrai, enfin, la situation a été très compliquée, depuis fin 2023. Elle a commencé à se dégrader en février-mars 2022 avec, le début de la guerre en Ukraine. Bon, je sais pas quelle est la relation exacte de cause à effet, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une augmentation des taux à partir de ce moment-là, ça a été plus compliqué, de se financer. Mais, Et depuis quand ça se retourne? Depuis quand la situation s'améliore? alors, depuis novembre dernier, il Ouais. y a eu une baisse des taux, à laquelle, se financent les banques, OK. qui a mis, quelques semaines à se répercuter sur les taux proposés par les banques. Et donc mais là, ça fait 7-8 mois qu'il y a des baisses consécutives, tous les mois et on arrive à financer aujourd'hui des gens à moins de 3% sur 25 ans. Mmh. Voilà, c'est pour les très gros profils, mais disons autour de 3%, ce qui était plus du tout le cas. On dépassait les 4% il y a un an, hein. Ouais, ouais. Et ça fait qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui là, en avril, on peut nous, courtiers en tout cas, être sollicités pour des rachats de crédit. Ah, ça commence, ça y est, ça Voilà. ça revient. En fait, à partir de 1 point d'écart, Ouais, ça vaut le coup. OK. Donc Tout ce qui reste Ça à plus de 4%, voilà, voilà. ça devient intéressant. Ça vaut le coup du courtier? vous savez, il y a, quand on rachète un prêt à la concurrence, on paye des pénalités. Ouais. Ces pénalités, elles sont plafonnées. Quand c'est un crédit, particulier, hein, elles sont plafonnées par la loi.
c'est soit 6 mois d'intérêt, soit 3 de la valeur empruntée. Et c'est au mieux pour le client, D'accord. le moins cher des deux. Donc ça se calcule assez facilement. 6 mois d'intérêt, on prend son tableau d'amortissement, on fait la somme des 6 mois et donc ça, c'est la perte, Mmh. liée au rachat. Après, faut calculer, Le gain en face. le gain en face, sachant qu'il peut y avoir des honoraires, de courtage, des honoraires pour le nouveau dossier pour la banque, des frais de garantie. Donc ça se cumule à d'autres frais, mais on a calculé en moyenne, en tout cas, s'il y a un point d'écart, ça vaut le coup pour le client. OK, d'accord. Pour revenir là sur ce que tu disais, effectivement, les banques ont clairement rouvert les vannes. On a même à constater qu'en février, il y a eu une production record de prêts depuis 3 ans. Ouais, en fait, ça fait, depuis 2022, on en disait, il y a une, temporisation, c'est-à-dire les acheteurs veulent pas trop baisser leurs prix, pardon, Les les vendeurs. vendeurs veulent pas trop baisser leurs prix, les acheteurs temporisent, mais 3 ans, c'est long pour temporiser. Donc à un moment, comme là, les conditions, elles redeviennent, clémentes et ben, c'est un facteur déclencheur pour l'acheteur de passer à l'acte parce que il a vu que ça avait monté vachement et là, quand même, ça a pas mal baissé. Et le vendeur, si vraiment il a besoin de vendre, si vraiment il s'est posé la question de vendre il y a 3 ans, et ben, normalement 3 ans après, il est plus enclin à vendre. D'autant qu'il y avait toujours le fantasme que ça s'arrêterait, que ça il y a eu une petite baisse quand même, on dit entre 5 et 10 disons 10 à Paris, par exemple, sur ces 3 dernières années. Il y avait le fantasme que ça remonte et en fait, là, ça a l'air quand même bien stabilisé, malgré la rebaisse des taux. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de transactions à mon sens. D'accord. Là, il va y avoir tous mes partenaires notaires disent: heu, ça y est, le marché repart, on a des promesses dans tous les sens». Bon, malgré, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, vous savez forcément, mais il y a une augmentation des frais de notaire, des droits de mutation, le 1er avril. Voilà Et d'un demi-point. et ben, quand même, ça joue, hein. Ah qui Heu, bon, ça joue, mais s'il y a besoin de se loger, Bah, exactement, ça reste un besoin primaire. voilà. Ouais. Alors moi, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que, le taux auquel les banques empruntent baisse. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer ça? oui. Alors, et puis, comment le fonctionnement? Ouais, Alors parce que, moi, néophyte, j'imagine que, bah, c'est l'argent de la banque qu'elle me prête ah! quand je vais la voir. Alors, les dépôts que vous avez en banque, ils servent à la banque de garantie quand elle emprunte. Mmh. Donc ils sont très utiles. En un sens, évidemment, ça sert pour emprunter, mais c'est pas cet argent-là qui est prêté. Cet argent-là, il sert de garantie. Ouais, c'est leur trésor de guerre. Voilà. Ouais. Les banques, elles se financent auprès de la Banque centrale européenne et le taux, il est public, hein, il est visible tous les jours et après, donc elles empruntent et après elles appliquent une marge. Bah, évidemment. Heu et donc Comme tout commerce. voilà. Ah oui. Mmh. En tout cas, ça c'est sûr que, en plus, comme tout commerce, il y a une diversification des produits. Quand on va voir un banquier, il peut nous proposer plein d'autres choses que le crédit bancaire. Bien sûr. Même des téléphones portables, des alarmes. Des des assurances et Bientôt les galettes. et voilà. Des galettes. Des galettes de ouais. Bah, c'est plus la saison des crêpes, mais pourquoi pas? En tout cas, bon l'assurance, je l'ai pas dit parce que c'est quand même connexe au financement, la plupart du temps quand même, mais effectivement. Donc comme tout commerçant, il applique une marge et en fait, nous consommateurs de crédit et ayant l'obligation de passer par, une banque pour emprunter de l'argent et on paye cette marge et en même temps, comme tout commerce, il est soumis à la concurrence, donc on peut faire jouer la concurrence pour essayer de limiter ou d'avoir les meilleures conditions possibles. Du coup, ça m'emmène à la question suivante. Donc on parle de prêt, heu, parce qu'en France, effectivement, le prêt le plus répandu est le prêt amortissable. Ouais, Il y a d'autres types de prêts. ouais. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de prêts qui existent et pourquoi et dans quelles situations, Bien sûr. certains des prêts sont plus adéquats que d'autres? Alors, le prêt amortissable, ça veut dire qu'on emprunte sur une certaine durée et tous les mois, on rembourse, la même chose, voilà, jusqu'à l'échéance du prêt. Ça, c'est le prêt, quand on achète une résidence principale. C'est le prêt le plus, classique, en tout cas pour les particuliers. C'est-à-dire que la mensualité est fixe, quoi. Voilà, Pendant, 20 ans, la 25 mensualité ans. est fixe et surtout et le taux n'évolue pas. Ouais, Prêt amortissable à taux fixe. Ça, c'est la c'est la Rolls norme en France. c'est la Rolls quasiment mondiale. Ouais, alors
c'est pas le cas partout, hein, même en Espagne ou en Italie, on emprunte à taux variable. Oui. Ça veut dire qu'il y a un taux fixe, mais il est fixe pendant un certain temps. Après, il peut évoluer selon le coût de refinancement, des crédits, par les banques. C'est-à-dire que, si les taux, montent, Mmh. bah, enfin si les L'argent coûte plus cher à la banque voilà. et donc elle a besoin de En France, c'est figé. OK. C'est la problématique de la banque. Ouais. Hem, Ce que tu laisses, c'est dans chose pour les emprunteurs. ah bah, c'est super rassurant en tout cas. Donc ça, c'est le crédit le plus fréquent et c'est quasiment le crédit obligatoire quand on achète sa résidence principale ou quand on achète à alors, le taux variable, on en a Alors attends, juste pour finir sur ce crédit-là, ouais, ce qui est quand même important de préciser, c'est que la mensualité est fixe, c'est-à-dire qu'elle est la même sur, toute la durée. Par contre, la composante de la oui, mensualité varie. tout à fait. Alors, en fait, par exemple, on emprunte 100 000 € à 3 l'année 1, on va rembourser 3 000 € d'intérêt. OK. Donc 3 c'est par an et c'est sur le capital restant lu, donc ces 3 000 €, ils vont se diviser sur les 12 mois. Je schématise parce qu'en réalité, c'est chaque mois que c'est réactualisé et du coup, l'année suivante, il va rester 90, Non, non, le capital, alors en fait, on aura payé ouais, 3 000 € d'un le capital restant lu, il aura baissé selon la mensualité. Disons qu'on rembourse 1 000 € par mois, donc ça fait 12 000 dont 3 000 d'intérêt, donc il reste 9 000. Donc il va rester 91 000 € l'année suivante. On reprend 3 donc 3 de 91 000, ça veut dire 2 700 et Ouais. quelques euros d'intérêts vont être payés l'année 2 et cetera. Donc la part des intérêts diminue, mais elle est proportionnelle. On entend souvent une croyance populaire qui dit, «Quand on prend un crédit, on paye d'abord les intérêts». C'est faux, hein, on paye au le pourcentage exact, de la répartition entre les intérêts et le capital. que la C'est totalement linéaire. dans la mensualité, la proportion d'intérêt Elle est est plus plus élevée au importante au début, début, qui s'amenuise dans le mais temps, à la fin, voilà. bah, on paye plus d'intérêt Ouais, parce que, bah, on a plus de capital exactement, disponible et le capital, bah, lui, c'est la différence entre la mensualité et les intérêts. c'est ça. Donc, on paye plus d'intérêts, mais on ne paye pas les intérêts au début, voilà, Oui, ça c'est juste, le calcul qui est comme ça, quoi. tout à fait. C'est proportionnel, C'est tout simplement. On a eu du taux variable, en France assez diffusé, enfin un assez grand nombre en 2022-2023. Parce qu'il y avait une problématique spécifique à cette période qui était, le taux d'usure. Donc il est interdit pour un banquier de prêter au-delà d'un certain taux à des particuliers. Totalement interdit. Et donc, ce taux, il est calculé selon un mécanisme, particulier qui fait qu'il y a un biais comme tous les mécanismes, hein. Quand il y a une augmentation rapide des taux et ben, ce taux, comme il est réactualisé tous les trimestres, il ne peut pas monter assez vite. Donc, à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de dossiers qui ne passaient pas, pour cette question et le taux variable, bah, permettait aux banquiers de contourner ça. C'est-à-dire, on mettait un taux, variable dont on savait que l'évolution allait être, à la hausse au bout de 12 mois et donc ça permettait de jouer avec la contrainte du taux d'usure et en même temps le besoin de financement. C'est quoi l'intérêt du taux d'usure? Pourquoi Ah il y a bah, ça, c'est pour, protéger le particulier, pour être sûr qu'il n'emprunte jamais trop cher ouais, auprès d'un établissement bancaire. Hein, on vit en France, il y a énormément d'avantages, pour les particuliers, hein, bon, le français, très protégé en vrai. voilà, il est très râleur, mais en vrai, Il est il très vit il vit dans une forme de paradis. Donc En tout cas, c'est pour très logique. expliquer, le taux d'usure, c'est le taux qui est défini par la Banque de France Ouais, qui capte, le taux, auquel les banques peuvent prêter, aux voilà. particuliers. Exactement et c'est un taux effectif global. C'est-à-dire que c'est le taux qui prend en compte à la fois le taux nominal du prêt, donc si on dit à 3 donc 3 plus tous les frais afférents, y compris l'assurance emprunteur et une autre façon de passer les dossiers à cette époque-là, c'était d'être sûr, vous savez, quand on peut mettre en concurrence, les banques sur le crédit, mais aussi sur l'assurance emprunteur et donc souvent il y a des grosses marges auprès des établissements bancaires, surtout quand les gens sont jeunes sur l'assurance emprunteur et donc là, comme ça rentre dans le calcul du taux effectif global et donc dans le respect du taux d'usure, on arrivait à faire passer des dossiers parfois dans la banque du client, mais en négociant avec le banquier de faire une délégation d'assurance, alors on passait les dossiers. Donc là C'est le mot important à retenir, délégation d'assurance. ouais, C'est-à-dire que c'est pas la banque prêteuse qui va assurer tout à fait, son, son crédit, tout à fait. Donc
On fait évidemment du courtage Parce que ça, c'est en relativement récent, hein? non, la possibilité de changer, ça fait longtemps. Ce qui est récent, c'est de pouvoir le faire n'importe quand. Exactement, La loi Lemoine. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait le faire, mais il y avait un délai qui était assez long. Voilà. Ça pouvait être 3 ans, ça pouvait être 5 ans parfois. En fait, c'était à la date anniversaire du crédit Exactement. et maintenant, il y a plus de notion de date anniversaire. Ouais. Maintenant, c'est à tout moment au cours ou même voire dès la souscription. Dès la souscription ou juste après et voilà. Bon, dans les faits, c'est pas toujours facile d'obtenir ça d'un banquier parce que, dans ses objectifs, il y a aussi de vendre de l'assurance. Bien sûr, et puis ça Heu, fait partie de sa marge. Ça fait partie de la marge, mais dans les faits, en tout cas, on avait, dans cette période-là qui était compliquée où on utilisait du taux variable pour passer les crédits, bah, si le banquier voulait vraiment faire le dossier, il fallait respecter le taux d'usure et s'il n'arrivait pas avec ses prix, alors, bah, oui, là, c'était assez facile de l'obtenir. Sinon, on l'obtient toujours après dans un second temps, hein. Mmh. Est-ce qu'on peut également parler rapidement peut-être des prêts in fine Oui, ah oui, alors, VaR? donc ça c'est, donc là on était sur le prêt, amortissable, Ouais. ça veut dire tous les mois on paye, une mensualité. À taux fixe ou à taux Voilà. variable, on a compris. Le prêt in fine, c'est-à-dire on emprunte à la banque une somme d'argent qu'on ne rembourse qu'en une seule fois à une date, connue d'avance. Par exemple, à 10 ans. Souvent, on ne dépasse pas 12 ans sur un in fine. Ça permet de disposer, du bien d'un bien, de percevoir les loyers et de ne payer que les intérêts. Donc là, dans l'exemple de tout à l'heure, on emprunte 100 000 € à 3 et ben, on paye 3 000 € par an, mais on dispose déjà du bien. Ouais. Donc Il là, a, 12 000 € de loyer. ah bah, on encaisse toute On la a fait la différence. différence, ouais. Par contre, Ce qui permettait d'avoir un taux d'endettement au moment où on avait ouais, une problématique, notamment avec le taux d'usure, alors d'avoir un taux d'endettement tout un à peu fait. moindre. Alors tout à fait, d'autant que, alors le calcul de l'endettement avec les prêts in fine est très compliqué parce qu'avant, on ne calculait que la partie, intérêt et aujourd'hui, on est censé prendre en compte le remboursement du capital, mais on voit bien que c'est impossible à calculer. Donc, pour répondre à cette exigence réglementaire, des banques ont purement et simplement arrêté les prêts in fine. C'est en tout cas devenu là récemment beaucoup plus compliqué d'en obtenir et la parade qu'elles ont trouvée, c'est de demander, d'avoir en nantissement, l'argent prêté et on vient au prêt lombard, donc ça c'est vraiment en fait Juste, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un nantissement? oui, ah pardon, un nantissement, c'est isoler, une somme d'argent, qu'on met souvent sur une assurance vie, dont on écrit que le bénéficiaire est la banque. Voilà, Mmh. c'est pas Et c'est un peu, voilà, c'est on leur prête l'argent qu'ils vont nous prêter. voilà, on leur Ouais. prête l'argent qu'ils vont nous prêter. Alors l'idée évidemment, c'est d'avoir une performance, financière sur l'argent qu'on leur confie, Oui, c'est plus élevée. travail. Voilà. Ils continuent à travailler même s'ils travaillent mal, c'est-à-dire même s'ils travaillent, peu, avec à des on va dire à des taux garantis, mais pas très élevés et Mmh. cetera. Bah, on Heu, comprend bien que la banque, elle veut pas mettre à risque ce voilà, oui, capital-là, c'est quoi. pour ça. Ouais, Donc alors elle peut le mettre à risque, dans ces cas-là, il faut prêter plus, hein. d'accord. En général, disons que c'est entre 50 et 100 du montant prêté que la banque, mettra à disposition sous forme de prêt. Si on veut faire, des investissements plus risqués, il faudra mettre, plus d'argent en cautionnement, en garantie. Donc voilà, bon ça peut faire bizarre de nantir de l'argent à une banque et d'écrire noir sur blanc que c'est elle qui est bénéficiaire. Dans les faits, c'est comme ça que ça se passe, mais quand le prêt est remboursé, évidemment la somme est remboursée et s'il y a un malheur, par exemple, enfin le pire du pire, mais un décès pendant cette période, la banque n'est pas obligée de se rembourser sur le nantissement. Déjà, en général, il y a une assurance emprunteur, du coup, j'y reviens, mais quand il y a un décès, c'est l'assurance qui rembourse le prêt. Donc avoir un prêt dans ces cas-là, ça peut en termes de patrimoine et de patrimoine familial, ça a un sens parce que s'il y a un décès accidentel, l'assurance emprunteur, elle rembourse la banque. Les héritiers ont le bien qui a été acheté plus, plus l'assurance vie qui, le nantissement sort naturellement puisque la banque est remboursée par l'assurance emprunteur. Si en revanche, il y a une impossibilité de paiement, par exemple, la personne est toujours vivante, mais le bien, elle ne l'a pas vendu au bout des 10 ans, alors la banque se remboursera sur le nantissement. Mmh. Ou alors, il peut être négocié, de prolonger le prêt, ça existe aussi.
Donc Parce que voilà. le nantissement, il peut être aussi demandé sur du prêt amortissable. Ah oui, là, le nantissement, il peut être demandé, quoi qu'il en soit. Mais pour Quoi qu'il en avoir coûte. du c'est nous, là, notre rôle, c'est aussi de contrôler les coûts, hein, oui, oui, ça peut se faire sur l'amortissable aussi. Mais là, je disais sur le in fine, pour en obtenir, c'est souvent, la contrepartie demandée. C'est vraiment très pratique, pour un certain enfin, pour les situations que je viens de dire, même en termes, je veux dire, de patrimoine familial et de protection. Heu, mais heu voilà, les modes de calcul font que c'est très compliqué à obtenir. Ouais. Alors moi, je rebondis juste, sur ce que tu disais avant. Tu disais, en gros, que, bah, quand il y a une problématique, l'assurance peut rembourser le Ouais, prêt et cetera. Heu et tu as expliqué tout à l'heure l'importance de l'assurance parfois dans la mensualité. ouais. Est-ce que ça, c'est aussi le rôle du courtier Ah bah, d'accompagner totalement. son client sur la négociation peut-être des conditions d'assurance? Ouais, alors notre rôle, c'est de servir le mieux possible notre client. Notre client, quand il a du mal à avoir des conditions de financement, notre rôle, c'est de lui trouver des conditions de financement. Quand il en a, c'est de lui trouver les meilleures conditions de financement, c'est-à-dire le coût, ou la flexibilité. Il y a d'autres critères, il y a des gens qui ont des critères différents, hein, mais l'essentiel du temps, c'est quand même de réduire le coût et les 2 leviers qu'on a, c'est le taux, éventuellement les frais de dossier, enfin tous les frais afférents, à la partie crédit et évidemment l'assurance emprunteur. En général, les banquiers, passent par leur assurance qui s'appelle, l'assurance groupe. C'est très souvent, plus cher que ce qu'on peut obtenir. C'est parfois et encore pour les profils les plus jeunes, ça peut être 2 à 2,5 fois plus cher que C'est ce qu'on peut énorme. obtenir à la concurrence. C'est énorme. Alors, c'est énorme. Tu peux donner un exemple en Ouais, montant que ça peut donner? ben, Sur un prêt j'entends. encore à 100 000. Alors sur un prêt à 100 000, on va dire une assurance, groupe, bancaire sur un profil, jeune, on va dire moins de 40 ans, la personne va payer, peut-être, heu, autour de 35 € par mois, Mmh. et Sur toute la durée du prêt. sur toute la durée du prêt, donc ça se multiplie par exemple 300 mois, Donc ça fait 10 000 € d'assurance, voilà plus. et ouais, faire mieux que la division par 2. OK. Et donc ça, c'est sur 100 000 €, mais la Oui, plupart des oui, prêts, en tout cas chez nous, oui, c'est plus. enfin, quand je dis chez nous, c'est en Île-de-France, Ouais. hein. C'est rare d'acheter un bien à 100 000 €. Donc je crois que c'est 300 et quelques mille euros le prêt médian en Île-de-France et 200 et quelques mille en France. Donc ça se multiplie par 3. Donc c'est très facile de faire économiser 15 000 € à un client, Ouais. sur un prêt en début de vie, ouais, de prêt. Et ça, c'est évidemment quelque chose que tu proposes, Bah, évidemment, oui, oui. spontanément? Alors, systématiquement, Ouais. parce qu'en plus, c'est, autant un crédit, à obtenir, c'est vraiment le parcours du combattant. Il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de pièces et cetera. Autant, changer d'assurance emprunteur, ça va très vite. OK. Je veux juste qu'on termine avec le prêt no-bavre. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce Ouais, qu'on a pas mal de clients, notamment sur les opérations de marchand de biens, parce qu'on ouais, sait que les opérations de marchand de biens sont difficilement ouais, finançables auprès des banques. Donc c'est un prêt qui effectivement fonctionne bien parce que, bah, généralement, ces profils-là de clients ont quand même une assise financière qui est assez solide et qui ont des enveloppes financières évidemment et des supports, des liquidités qui permettent effectivement de profiter de ce type de ouais, venta. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un petit peu comment Alors, ça fonctionne? sur la partie marchand de biens, il y a très, très peu de banquiers effectivement qui financent, des lignes marchands, c'est comme ça qu'on dit. C'est des prêts spécifiques, c'est des prêts, en général à 3 ans, très chers. Souvent le taux c'est, l'Euribor plus un pourcentage. Donc l'Euribor c'est le taux à laquelle se finance la banque, plus un pourcentage. Là récemment c'était 4,5. Donc ça veut dire que c'est des taux qui peuvent dépasser les 7. Donc c'est très cher. Là où, pour un Là crédit oui, c'est normal, autour de 3. Donc c'est plus du voilà, double. Alors évidemment, si l'opération elle est très nettement, rentable, ça peut avoir son intérêt, mais souvent, enfin si ça se prolonge, un gros bout de la marge passe en intérêt d'emprunt. Donc et en plus il y a un apport substantiel donc il faut mettre de l'apport, on va dire entre 20 et 50 d'apport et le reste c'est ça, donc voilà. Donc l'alternative effectivement, c'est le prêt lombard. Donc ça veut dire ça permet d'avoir des conditions de prêt de marché,
Ça permet de déduire les intérêts d'emprunt de sa personne morale qui emprunte, si c'est un marchand de biens, mais ça marche aussi pour les investisseurs. Les investisseurs, j'entends, le long terme, enfin ceux qui achètent, et qui voilà, sur du ceux qui ont vocation à garder des biens et donc il s'agit de c'est comme pour le prêt in fine, hein, on met de l'argent, nanti, on le place, on récupère de l'argent de la banque, affecté à un projet, sur une personne morale. Les intérêts sont déductibles d'un côté et de l'autre, souvent on prête de l'argent à titre personnel, donc on gagne, les intérêts, heu on gagne en fait la performance du contrat qu'on a souscrit à titre personnel et on déduit les intérêts du crédit sur la personne morale. Donc c'est super avantageux, par rapport aux prêts traditionnels marchands de biens, qui sont évidemment en plus très, très compliqués à obtenir. Donc là, c'est moins cher, fiscalement, c'est génial parce que, heu, en fait, on crée une charge sur, quelque chose où normalement on va gagner de l'argent, donc on a besoin d'avoir une charge et on gagne un petit peu d'argent. Bon là, c'est pareil, hein, c'est des placements, vaut mieux les placements les plus garantis. Donc chez les banques, ça va être, du fonds euro ou alors des produits très, très faiblement risqués. Donc on n'a pas une espérance de gain mirobolante, mais c'est de l'enrichissement, personnel. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est très rapide à Ah mettre en oui, place et il y a pas la banque ne regarde pas du tout l'opération parce qu'au ouais, final, c'est vraiment une somme qui est débloquée tout et à fait. Là avec laquelle on peut faire ce voilà, il y a plus de notion de déjà c'est rapide, ça veut dire qu'en 3 semaines, du début à la fin, c'est réglé. Là où un crédit immobilier traditionnellement, c'est au moins 2 mois, enfin c'est autour de 2 mois, 2 à 3 mois. L'autre avantage effectivement, c'est qu'en termes d'études de dossier, ça va très, très vite. ouais et Il y ce a qui est très avantageux pour les marchands de biens qui ont besoin de se ah oui, positionner, rapidement. mmh, mais il faut quand même avoir, du cash substantiel Mmh, bien sûr. à placer. Donc on peut dire que le crédit lombard, c'est un peu le crédit du riche. Voilà, alors ça par contre, ouais, parce Mmh. qu'il faut avoir l'argent, Alors ça peut être de l'argent comme ça peut être Des actions, de des le voilà, tout à fait. alors Il y a de plusieurs l'im types de garanties qui peuvent oui, mais de l'immobilier, des c'est côtés voilà, par la banque. net de dette, Ouais. ça veut dire il faut vraiment qu'il y ait aucune garantie dessus et en général, c'est 50 de la valeur d'expertise et je sais pas si vous avez déjà fait appel à un expert immobilier, Oui, certainement. tout par 10. Bref, c'est plus facile de le faire sur du financier que sur Oui, de bien l'immobilier sûr. et en plus, toutes les banques ne le font pas sur de l'immobilier. Oui. Ça, c'est vraiment une niche spécifique, mais qui existe. C'est d'ailleurs souvent des banques, non françaises. Heu, on travaille aussi avec elles, mais voilà, faut payer son risque, hein. Une expertise immobilière, c'est autour de 500 € et ça, on le paye d'avance, sans garantie, d'avoir le bon montant et cetera. Tu déjà vu là sur des prêts lombards comme ça, des prises de garantie sur, je sais pas, des œuvres d'art, des voitures de Non, luxe, de collection? moi, je l'ai vu que sur du patrimoine financier OK. et sur des immeubles. En général, c'est le contraire. C'est quelqu'un moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui veut acheter un tableau Mmh. à crédit, même à crédit amortissable. C'est possible de le faire s'il met en garantie un immeuble. Mmh. Je veux acheter un tableau à 150 000 €, j'ai pas l'argent, aucune difficulté, j'ai un petit bien, à Bordeaux, il vaut 300 000 €. Bah, Je là, le mets en je garantie. le mets en garantie. Je peux le mettre en garantie avec un prêt amortissable et je rembourse mon tableau, je sais pas 1 000 € par mois, comme si c'était un investissement immobilier et de la même façon, je peux déduire les intérêts d'emprunt sur mes revenus locatifs de l'appartement de Bordeaux. Évidemment. Donc enfin, de manière générale, faire de la dette, c'est quand même, un moyen très, élémentaire, hein, pour s'enrichir et à plusieurs, niveaux. Le premier, c'est on utilise tout de suite de l'argent qu'on n'a pas. Souvent, même, aujourd'hui, on dit les taux ont beaucoup augmenté, bah, 3 c'est pas enfin, c'est acceptable, hein. Ouais, Demandez à vos parents à combien ils ont emprunté pour chez eux et souvent, fiscalement, c'est très bien parce qu'on déduit les intérêts de la dette. Donc non seulement on bénéficie d'argent tout de suite, qu'on peut faire travailler pour le valoriser, hein. Quand on achète un bien et qu'on fait des travaux pour le louer, bah, on valorise le bien et en plus de donc avec de l'argent qui n'est pas à soi et en plus de ça, le coût de cet argent est déduit des revenus futurs de ce bien. Donc c'est vraiment enfin, Et c'est très voilà. important de dire ça parce que les gens parfois ont du mal à comprendre, hein, la force de l'effet de levier dans la dette
et en quoi ça contribue effectivement à son enrichissement. Mais tu viens effectivement d'expliquer, c'est-à-dire qu'on Ouais, va faire travailler l'argent des autres, donc l'argent de la banque, ouais, qu'on va faire fructifier, qu'on va faire travailler et à long terme qui va du coup, bah, tout nous à fait. revenir. Sans compter le fait donc c'est exactement, en fait, ce que je viens de décrire juste avant, c'est ça la définition d'effet de levier et il y a un avantage supplémentaire, c'est que alors, sauf évidemment, bah, maintenant il y a des incertitudes géopolitiques dont déjà on n'a pas la maîtrise aujourd'hui pour demain, mais ça fait quand même 3 4 ans, enfin, que, il y a quand même des événements majeurs géopolitiques qui arrivent qui aujourd'hui ne bouleversent pas encore, notre, au moins notre rapport au crédit. Un petit peu, ça a un petit peu changé, mais, hem en général, quand même, la valeur de l'argent, elle baisse. Ça fait des décennies, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle baisse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous empruntez 300 000 € et que vous les remboursez sur 25 ans, les échéances que vous aurez dans 20 ans, 25 ans, elles vous paraîtront dérisoires. C'est déjà le cas Un pour peu moi des sur, effets de mon singe. voilà. Donc en fait, tu fais un investissement aujourd'hui, tu bénéficies tout de suite bien, tu déduis tes intérêts et quand tu rembourses, l'argent vaudra moins cher parce qu'il te Il y a de coûtera moins l'inflation. cher parce qu'il y a l'inflation. Je sais pas, on disait il y a une forte inflation et cetera. Bah, l'inflation désendette. C'est-à-dire il y a eu, 4 d'inflation, sur 2024 et ben, l'ensemble de nos dettes a perdu 4 puisque bah, puisque l'euro valait 4 de moins, globalement. Et ça, c'est hyper important de le préciser parce que quand quelqu'un te dit: «Bah, là, j'ai emprunté à 4%, c'est une fortune», Ouais, sauf qu'en fait, avec une année à 4%, ça a annulé le tout l'année à de fait. Ouais, d'inflation. ouais. Donc, Ouais, c ouais. Non, mais en fait, en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre ouais, en compte et pas juste réfléchir de manière frontale à dire: «Bah, j'emprunte à 4%, mon bien a un rendement de 5%, je gagne 1%». C'est faux. ouais. Ouais, Moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui fait une erreur et c'est le même individu qui a sur ces dernières décennies, c'est celui qui n'est pas endetté. je veux quand même, préciser quelque chose. Quand on parle, nous, de s'endetter, c'est de s'endetter pour investir, Oui. c'est de s'endetter pour Ah oui, ouh là là. voilà, oui, Ah bah, bien sûr, parce que pas de crédit consommation. voilà, on peut Désolé. s'endetter pour acheter une télé. Oui, oui. Non, alors pour moi, C'est une forme excusez-moi. d'idée, je Ouais, pense. ouais, ça Oui, allait de soi. Non, les crédits consommation, c'est des crédits chers et c'est des crédits qui ne, rapportent pas. pas de valeur. Ouais, Voilà, pas de valeur, donc évidemment, quand je dis: il faut s'endetter pour, bah, le patrimoine, pour avoir un patrimoine immobilier parce que ça sera toujours utile, c'est un besoin primaire, on le disait, ça permet d'avoir du revenu, et parfois même ça se valorise. Alors aujourd'hui, on compte plus dessus, mais malgré tout, mais ça se va comptons quand même. voilà. En tout cas, ça se valorise ne serait-ce que parce qu'à la fin, il y a un bien net de dette qui se profile et donc qui a une valeur. Mais évidemment, et souvent en plus, les crédits immobiliers sont pas chers par rapport, à la valeur de l'argent en général. Donc ça vaut vraiment le coup. Bah, évidemment, endettez-vous, mais pas pour acheter votre télé. Voilà, Ça pour achetez-la, acheter elle va vous un revenir. actif. Voilà. Voilà, exactement. Donc dig si je comprends bien, en fait, l'investissement, notamment immobilier, c'est un très bon vecteur de protection contre l'inflation. Bah, ça peut l'être tout à fait parce que, déjà le bien immobilier, quand il y a une inflation à 4 il perd pas 4 de sa Bien surface. sûr. Donc heureusement. Mais et même si, s'il perd de la valeur, il génère toujours de l'argent. D'ailleurs, les prix de l'immobilier parisien ont perdu 10 mais les loyers ont augmenté, Oui, oui, justement à cause à de cause de l'inflation. l'inflation. Donc Ça, c'est un mécanisme qui peut être un peu, perturbant, hein, ah oui, heu bah, c'est-à-dire en fait, ça devient aujourd'hui plus rentable d'acheter à Paris, ce qui était impensable il y a 7 8 ans, puisque, je sais pas, la rentabilité à Paris, elle était parfois même, en dessous de 2 et là, on peut avoir du 4 exact. enfin ça, c'est vous les experts, mais Oh, même bah, plus que parfois. voilà. Mais nous, effectivement, pendant des années, on a arrêté d'investir dans Paris Ouais, et là, depuis quelques années, on revient assez fortement sur le marché parisien parce que ça devient de plus en plus ouais, ouais. intéressant, sachant que c'est un marché qui a très peu de risques. Bah, oui, parce que même si les prix baissent, on a vu, la baisse, elle est contenue et la tension, en tout cas locative. Elle est Mettez une annonce en ligne et vous verrez combien d'appels en Phénoménal. ouais. donc il y a ce 1er point. Le deuxième point, c'est si vous avez une dette, supposons que vous ayez un patrimoine financier de 150 000 €, 150 000 € en banque, 100 000 pour les Oui, plus pour calculs. facilement, ouais. 4 d'inflation, la valeur de votre argent par rapport à l'an dernier,
elle est de 4 de moins, donc vous avez perdu 4 000 €. Mais, vous avez en parallèle une dette de 100 000 € aussi. 4 pour donc il faut la rembourser progressivement, à l'instant T, elle est de 100 000. L'inflation, elle a augmenté de 4, donc la valeur de votre dette, de la même façon que votre argent, elle a perdu 4, donc votre dette, elle vaut 4 de moins. Donc finalement, heu, être endetté en période d'inflation, c'est un remède contre l'inflation. En revanche, avoir des liquidités placées sur un livret A à 3, à l'époque, maintenant ça a baissé, et ben 3, ça compense pas les 4. Ah bah non, non, on continue de perdre de l'argent. Ouais. Et pour en rajouter, donc dans le cas d'un bien immobilier, le loyer, lui, a priori, il a augmenté aussi de Bah, alors 4 parce que c'est indexé sur l'inflation. tout à fait. Donc, quand vous faites un loyer à 100, si le bail est bien rédigé, il y a une augmentation, de l'indice tous les ans, à la date anniversaire du bail, selon un indice qui s'appelle l'indice de référence des loyers. C'est l'INSEE qui le publie tous les trimestres et on va regarder l'INSEE le publie en corrélation avec l'inflation. Donc c'est pour ça qu'en 2024, c'était, en moyenne plus 3 sur les loyers. Donc alors on va dire 3, c'est pas 4, bah, c'est quand même substantiel, hein, par rapport Bien sûr. aux pratiques habituelles où ça a augmenté d'à peine, 0 et quelques. C'est-à-dire qu'on augmente des revenus de 3%, dans le Ouais, cas d'un investissement locatif, donc les loyers augmentent de 3%, on augmente ses loyers de 3%. et la La dette, dette, elle, elle est Plus ouais, de 4. tout à fait. La dette, on va dire la valeur de la dette, parce qu'en valeur absolue, c'est la même quand même, Oui. mais la valeur de la dette diminue et l'échéance, elle est constante. Donc en fait, vous achetez un bien, vous le mettez en location, progressivement, à cause de l'inflation, les loyers vont augmenter, donc vous aurez moins de difficultés à rembourser la banque avec le temps, puisqu'il y a l'augmentation des loyers et en plus de ça, la valeur de l'argent, elle aura baissé puisque en général, enfin, on n'a pas connu de période de déflation ou alors, sur 1 ou 2 mois, donc c'est, Ouais. Et donc ça, il y a pour calculer la rentabilité réelle d'un investissement, il y a ce qu'on appelle la VAN, donc qui est la valeur tu as les notes. actualisée nette et ça prend en compte la valeur de l'argent, sur la durée de Tout détention. à fait. Alors là, tu parles à des experts parce Oui. que, je connais très peu d'investisseurs immobiliers qui réactualisent, le Bien sûr la valeur de l'argent, ouais mais bon, ouais. l'impact est énorme, énorme, énorme. Bah, en fait, ça accentue juste le principe qu'on dit et ça le valorise. Ça veut dire, quand vous avez emprunté 100 000 €, je sais pas, en 2013, bah, c'est, Ça vous c'est totalement gagné. Ouais, Voilà. complètement, complètement, Voilà. exactement. Et nous, on explique souvent, c'est pareil, c'est très contre-intuitif, qu'il vaut mieux, acheter avec un taux d'intérêt important à un prix bas que l'inverse. Ouais. Alors, bah, pour cette même raison d'effet de levier, en fait, et si on a un prix bas, de toute façon, il faut acheter en s'endettant et à la limite, la valeur du taux, enfin elle est marginale dans le calcul global. Après Sachant qu'en plus, tu as expliqué qu'on pouvait racheter le ah oui, taux. Donc en fait, on a un taux peut-être qui ouais. est élevé à la souscription, mais qui peut diminuer fortement, avec les années. Voilà, si des gens ont fait des bonnes affaires en termes de prix d'achat en 2023-2024 et qu'aujourd'hui, ils revoient les conditions de leur financement, ils regagnent sur leurs bonnes affaires. Heu, il y en a eu puisque c'était le ç ç ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait une baisse de prix Tout à qui fait. aujourd'hui se tasse, mais hem, donc c'est une cible particulière, hem, de personnes qui peuvent optimiser ça et qui ont bien fait d'acheter un peu plus cher, pas cher, mais avec un crédit un peu plus cher. Il y a un autre facteur, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on déduit les intérêts d'emprunt. Bah, si on déduit les intérêts d'emprunt, heu, c'est que ça nous coûte pas très cher parce que, hem, heu, l'argent, in fine qui serait à la base taxable, elle est d'autant plus déduite que, il y a des et plus réduite qu'il y a des Ouais, intérêts importants. c'est la fameuse assiette, Voilà. fiscale. C'est pour ça que qu'on dit généralement que lorsqu'on fait un investissement locatif, vaut mieux s'endetter au maximum, alors qu'acheter sa résidence principale, le mécanisme peut être un petit peu différent, où là, effectivement, il y a un calcul qui peut être un peu plus précis à... Quand on achète sa résidence principale, les intérêts d'emprunt, c'est nous qui les enfin, c'est le particulier qui les paye. Donc, Il faut les minimiser. voilà. Mais les banquiers le font naturellement. Souvent, il y a une surprime,
quand on fait du locatif, hein, on a le petit bonus, la petite marge supplémentaire qu'on paye au banquier parce qu'il sait ça Que c'est compensé et par la réduction fiscale. voilà et puis souvent, s'il y a déjà la résidence principale d'achetée, en général, il a déjà fait l'effort là parce que pour, un banquier, financer une résidence principale, c'est vraiment très, très gagnant parce qu'on garde captif, enfin, on garde client, son client, on est sûr de le garder, bah, pendant toute la durée, de vie du crédit, c'est-à-dire toute sa durée de détention de la résidence principale. En moyenne en France, c'est 8 ans. OK. Un Français, en moyenne, il déménage tous les 8 ans. Ça, c'est une stat qui est très importante parce que, ça pose la question de l'intérêt de louer, plutôt que d'acheter. Parce que 8 ans, c'est relativement court Ouais, et bah, en fonction des villes et cetera, en 8 ans, souvent, on n'amortit pas les frais, heu alors, ouais et surtout en fonction de l'évolution des prix du loyer, des prix de l'immobilier. ouais. Heu, Bah, de toute façon, ça se calcule, hein, à chaque fois et là, c'est un peu du cas par cas. Mais quelqu'un qui, je sais pas, qui possède un bien, à Paris, s'il l'a acheté il y a pas très longtemps et qui veut déménager, c'est probablement plus intéressant pour lui, d'essayer de le louer, heu et heu et souvent en province, enfin, en région, c'est un peu moins cher. Donc il pourra peut-être racheter derrière parce que, bah, parce que le loyer à Paris sera assez élevé, pourra presque compenser, son crédit et puis sa demande de financement, ailleurs pourra être moindre, donc il aura voilà. C'est, bon, c'est un mécanisme possible, mais c'est vraiment du cas par cas, ça pour le coup. C'est des calculs à faire. Mmh. On me dit dans l'oreillette qu'on a quand même pas mal parlé et que le temps avance. Je veux juste qu'on aborde un dernier point sur notamment les profils de clients qu'on a, qui font appel du coup à nos services et donc notamment à la partie, financement, et notamment les non-résidents fiscaux français. Ah, Parce que c'est un vrai sujet pour eux, le financement. ouais. On a dit effectivement pour des personnes qui travaillent en France, on a parlé des professions libérales. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé des chefs d'entreprise, mais on pourrait effectivement les évoquer. Mais pour les non-résidents fiscaux, eux, quelle est la garantie pour la banque? Et est-ce qu'elle aime bien financer? Et comment est-ce que ça se passe? Alors, Ah, c'est heu quasiment la question piège. ouais, alors il y a des agences spécifiques dédiées à cette population. Il y a des pays, en liste rouge, voilà, pour faire simple. Donc, les non-résidents, il y a aussi s'ils sont français ou non français. Donc, là, la question, c'est quoi? C'est des gens qui habitent à l'étranger, qui sont censés Français non c'est résidents. voilà. Voilà. Donc les Français non résidents, on peut les accompagner et il faut, faire attention à comment ils gagnent leur argent, où est placée leur épargne il faut prévoir un apport substantiel parce que, Quand tu dis: «Comment ils gagnent leur argent», qu'est-ce que tu entends par là? bah, j'entends, la lutte anti-blanchiment, Ouais. auquel se soumettent les banques et c'est des obligations légales et nous-mêmes on est censés pré-enquêter. Alors on n'a pas d'obligation de résultat, mais on est obligé de poser des questions. C'est, bah, être sûr que, leur argent ne vient pas de, La drogue, le Finance pas les membres du CARFED. financement du terrorisme et cetera, OK. tu peux couper la caméra? Ouais. Mais on va dire qu'un cas, classique d'expatriation, c'est, un gros Ouais, profil, voilà. donc cadre sud. Cas de Subre Ah, en banque, pas en banque, mais dans une société cotée, du CAC 40 à l'étranger, il y a aucune difficulté sur la perception sur la façon de prendre en compte ses revenus. Le top du top, c'est quand même, qu'il y ait un projet de retour. Ça rassure. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une demande systématique. Est-ce qu'il va rentrer en France? À quelle date? Donc oui, dans c'est 15 ans. c'est c'est mieux perçu s'il y a un Le retour. 27, S'il y a un retour visible, c'est mieux perçu. Mais sinon, voilà, il faut prévoir un apport substantiel, c'est-à-dire au moins 20 plus ses frais, voire plus. donc ça veut dire 30-35. Oui, voire plus, ça veut dire, même parfois 50. Ouais. Donc c'est quand même, costaud. Donc faut prévoir les liquidités. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mises en apport, hein, elles peuvent être, une partie mise en apport et une partie nantie. Mmh. On Le revient à fameux la amortissement, ouais. discussion tout à l'heure. Les pays, alors, bon, si c'est cadre sud dans une société française, la problématique du pays, elle s'estompe. Mais sinon, si c'est cadre sud dans une entreprise, étrangère, par un Français qui habite, bah, dans des pays, voilà, qui sont pas dans la green list
C'est compliqué, voire impossible. Il y a quelques pays dans la liste rouge que les banques, aiment pas. Ouais, le Maghreb, le Liban, la Chine, Je la Russie, ça va sans dire. On a même des problèmes à tu vois des Russes des Russes qui ont un titre de séjour longue durée, on a des problèmes alors que vivent en France. ouais, ouais, qui vivent en France. Même pour donc ça c'est pas normal qu'on ait des problèmes puisque c'est presque de la discrimination, mais s'ils ont un passeport russe, c'est très compliqué. Enfin, en fait, quand je dis c'est très compliqué, c'est-à-dire, j'y arrive pas depuis 2022. Ah ouais, donc c'est un refus. Il y a des exceptions, mais j'ai jamais su les voilà, c'est mon je hein, on c'est un point d'imperfection, mais j'ai quand même beaucoup travaillé parce qu'à une époque, j'avais un apporteur d'affaires, russophone et qui m'en amenait beaucoup et vraiment, heu, c'est très compliqué OK. et donc voilà, ça c'est pour les pays. Et la Alors majorité de tes demandes, ça vient quoi? Ça vient, j'imagine, des États-Unis, des pays du Golfe, voilà, alors les pays du Golfe, ça peut être compliqué pour d'autres raisons, comme c'est quand même un lieu où, il y a beaucoup d'argent qui transite et on ne sait pas, toujours d'où il vient. Il faut vraiment sécuriser, c'est pour ça que je disais, ça dépend de comment il gagne, son argent. En gros, Dubaï, on sait, mais ça dépend vraiment du type de contrat et de où travaille la personne. Tout à l'heure, je parlais du Maghreb, je sais quand même enfin, il existe des exceptions. J'ai financé il y a pas longtemps un médecin tunisien, qui fait bon, il est spécialisé en assistance médicale et procréation. Il a souvent des voyages il faut pouvoir justifier d'un lien avec la France. Par son métier, il avait beaucoup de voyages en France, alors ça rentrait dans une cohérence globale qui faisait qu'on comprenait pourquoi il voulait investir et on a trouvé son financement. Donc voilà, même quand c'est rouge, c'est jamais, ça peut ne pas être un non définitif. Il faut, toute une histoire de contexte et de cohérence. Et pour les pays, Europe? Ah, aucune difficulté. OK. Mais alors, Même Angleterre? ah ouais, ouais. Aïe! Aïe, 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 C'est pas l'Union européenne! ouais, bon, on est quand même voisins. Ouais, non, bah, difficulté. Ouais. Ça fait longtemps que bon, alors C'est l'effet Brexit. voilà. L'effet Brexit, c'est que c'est compliqué. Les États-Unis, c'est compliqué aussi pour d'autres raisons. C'est parce que dès que quelqu'un a un lien avec les autorités fiscales américaines, il est considéré US person. Alors, par principe, c'est, ceinture bretelle pour d'autres raisons, hein. Pour les banquiers, c'est pas une question de risque, sur un bien, c'est une question de risque, de conformité et se frotter à des potentielles sanctions américaines parce qu'on a financé quelqu'un qui, je sais pas, n'a pas payé ses impôts à tel moment, bah, ça peut retourner, sur la banque puisque à cause des KYC, donc Know Your Customer, un banquier il est obligé de savoir plus qu'il n'est censé en savoir. Mais donc pour un Américain, une banque française, elle aura du mal à avoir toutes les infos et donc elle a préféré ne pas le financer. mais d'ailleurs, nous, Donc en tant que Français investissant en France, lorsqu'on remplit les ouais, documents pour on doit écrire qu'on n'est on doit pas écrire qu'on n'a aucune tout à fait, relation avec l'IRS qui est le exactement. Donc les USA, c'est pas sur liste rouge, mais c'est très, très Mais compliqué c'est aussi, ouais, voilà. USA, UK, Afrique en général, Liban spécifiquement, pays du Golfe selon, enfin au cas par cas. C'est con Évidemment Russie, Corée du Nord, Chine, enfin tout ça, ça va de soi. Voilà, ça c'est vraiment très compliqué. OK. Alors, moi, j'ai une dernière question. Heu, En fait, pourquoi on fait appel à un courtier? Parce que tout Ah, le monde a une banque. ouais, tout à fait. Très bonne question. Bon, voilà. Eh ben, on s'arrête là. On n'aura pas la réponse. Bah, merci d'avoir reçu. Donc alors, Non, mais c'est vrai, en fait, ouais, tout le monde a une banque. Pourquoi on va se dire: «Je vais passer par un courtier»? et ben tout à fait. Quand tu prends un billet d'avion, tu peux, décider de passer par un comparateur pour voir. J'ai un peu ce rôle-là, mais j'ai un rôle supplémentaire qui est parfois de trouver, moi je distingue 2 typologies de clients. Il y a ceux qui ont besoin d'une solution: «Bonjour, j'ai tel besoin, ma banque me refuse». OK. Alors là, on met tout en branle pour trouver un moyen de financer, le projet à cette personne. Enfin, souvent, c'est des questions de taux d'endettement, c'est dépassé, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est ces histoires de: «Je voudrais être dans les 20 de dérogation», ils veulent pas ou c'est le quota est déjà passé, bon. Donc ça, on trouve une solution ou alors c'est des projets plus atypiques, enfin, bref. Donc on est des trouveurs de solutions ou alors: «Bonjour monsieur, voici la simulation de ma banque, j'ai ça, le projet c'est ça, est-ce que vous pouvez avoir mieux?»
l'essentiel du temps, on peut avoir mieux, c'est un de nos fonds de commerce et si on n'a pas mieux sur le crédit, on peut l'aider à obtenir son crédit dans sa banque à de meilleures conditions. Quand il y avait les histoires de taux d'usure là dont je parlais en 2022-2023, je ne faisais que ça. J'étais un facilitateur de crédit, d'obtention de prêt dans la banque du client et on le fait par, des délégations d'assurance, par, montrer au banquier, client qu'il est mis en concurrence, donc il vaut mieux qu'il fasse les meilleures conditions bancaires. Mais, voilà, c'est pas la même prestation. Si c'est convenu d'avance que l'objectif, c'est d'avoir des meilleures conditions auprès de la banque client et ben, on se met en ordre de marche pour, obtenir ça. Donc voilà, 2 choses à retenir, trouver des solutions sur un projet quand on n'a pas de solution de financement ou quand les dossiers sont atypiques. Dernier exemple là où ça peut marcher, c'est les retraités. Les banques traditionnelles françaises, elles prêtent jusqu'à 75 ans en âge de fin de prêt. Mais si quelqu'un a 70 ans et veut quand même acheter ou veut aider, ses enfants à acheter ou que sais-je, et ben, on travaille avec des partenaires bancaires étrangers qui, eux, n'ont pas cette Cette date limite, limite. ouais, Donc on peut financer jusqu'à 85 ans en âge de fin de prêt, facilement. incroyable. Donc voilà, tout ce qui est atypique ou tout ce qui est, refus, on peut regarder et voir ce qu'on peut faire, donc trouver des solutions et sinon, trouver des meilleures solutions ou optimiser les conditions obtenues par sa banque. OK. Dans tous les cas, un appel, ça coûte pas grand-chose et Je partage complètement ce que tu viens de dire. J'ai juste une question. Donc moi, je suis un particulier, j'ai un projet d'investissement, immobilier et du coup, ce que tu me dis, c'est qu'avant d'aller voir ma banque, de potentiellement passer par un courtier, mais mon banquier, il risque pas de mal le prendre, que j'aille pas le voir directement et que je passe par un intermédiaire? ah, bah, il peut là, c'est un individu donc c'est Ça dépend pas de la sensibilité du voilà. projet. Mais ce que je peux te dire, c'est, bah, normalement, enfin, c'est dans l'ordre des choses, hein, de mettre en concurrence, quand tu achètes enfin, quand tu, commandes une prestation de service, souvent tu demandes quand même un 2e devis pour comparer. Bah, là, c'est à peu près, c'est la même démarche. Et puis s'il le prend mal et que tu changes de banque après, est-ce que c'est si grave? Bon, il y a des gens, j'en ai connu qui sont vraiment affectivement attachés à leur banquier, qui va leur dire, j'ai une personne en tête là, en janvier, «Voilà Michaël, j'ai eu ça, bon, j'adore ma banquière, hein, de toute façon, tu pourras pas avoir mieux, hein, n'est-ce pas, et puis, il faut vraiment que je me positionne tout de suite parce que les taux vont monter en février. Je lui dis: «Les taux vont monter en février?» Il dit: «Oui, oui», et donc, en fait, bah, les taux n'ont cessé de baisser. C'était un crédit travaux à plus de 3 sur 10 ans. Heu, Donc Tu bon, pouvais faire mieux. je pouvais faire mieux, mais je lui dis: «Oui, oui, c'est très bien, si on vient me voir en me disant: "J'adore mon banquier", moi je laisse les gens en couple, hein, je sais pas». Et du coup, est-ce que une de tes missions aussi, c'est le rachat de crédit? Oui, alors, bah, surtout, moi je pense que là, il y a un marché spécifique sur tous les gens qui ont acheté entre, disons mi-2023 et mi-2024. Bref, tous les gens où l'offre de prêt dépasse les 4 voire elle dépasse largement, ils ont un intérêt à refinancer, voilà. Si c'est évidemment, c'est des crédits, particuliers. Si c'est en personne morale, là, les pénalités, elles sont libres, donc ça dépend de ce que le banquier a écrit dans l'offre de prêt. Mmh. Mais si c'est des personnes physiques, il y a c'est tout de suite rentable. Merci beaucoup, Mickaël, pour nous avoir délivré, tous les secrets autour du financement immobilier et on te dit à très bientôt. À très bientôt, Sohail. Merci Mickaël. Salut Benjamin. Salut.